Faire rire les gens, je l'avais jamais fait. Et je crois que c'est ce que j'ai aimé le plus. Je pense à des choses, bon, comme tout le monde, hein, plus ou moins tristes, etc. Et j'aime bien me mettre dans cet état-là. Hi, my name is S. I love action, new adventures, people, vibrations, trains, planes, cars. No matter who you are, what you are, if you wanna play, we're gonna trip today. Salut Mister S. Je m'appelle donc Fabien Secchini, je suis originaire de la région bordelaise et je suis comédien, chanteur, musicien. Ok, là on est au Trianon, théâtre Trianon à Bordeaux. C'est un théâtre dans lequel tu joues une pièce qui s'appelle Libéré divorcé. Est-ce que tu peux nous parler de cette pièce, un peu le pitch de cette pièce? Oui, alors effectivement c'est une pièce qui s'appelle Libéré divorcé, en référence sûrement au dessin animé des Libérés délivrés, Okay. d'où le titre. Et on est un couple dans cette pièce, je dis on parce qu'on est deux dans cette pièce. On est un couple qui va donc se séparer, hein, comme son nom l'indique, mais à travers cette heure et demie où le public nous suit, on va nous voir rencontrer nos enfants, nos parents, nos grands-parents, nos amis et leur annoncer qu'on se sépare. Et ça, c'est pas toujours un moment facile à faire. Alors évidemment, c'est sous les traits de la comédie, hein, on rit beaucoup dans cette pièce. Il y a de la chanson, il y a de la danse, il y a même des cascades, mais j'en dis pas plus. Okay. Okay. Et à travers ces 7h30, donc on va nous voir nous aimer, nous déchirer, nous rabibocher, rencontrer le juge, l'avocat, faire la séparation des biens, enfin tout ce qu'on peut rencontrer quand on se sépare. Ouais. Mais en tout cas, je peux vous rassurer, c'est toujours sur le trait de la comédie et du second degré. Ouais. C'est quelque chose que tu as vécu par exemple ou Alors moi, vécu oui, ou pas du tout? c'est quelque chose que j'ai vécu. De toute façon, dans la vie, on rencontre au moins des séparations. Et puis des divorces, évidemment, si on a été marié, ce qui a été mon cas. Donc c'est quelque chose qu'on rencontre. Alors moi, j'ai la chance, c'est très bien passé. Mm-hmm. Des fois, ça se passe de manière un peu plus compliquée. Mais une chose est sûre, c'est que les gens qui viennent nous voir ici depuis presque 2 ans, puisque ça fait 2 ans qu'on est à l'affiche, rigolent beaucoup. Et qu'ils se soient séparés de manière un peu compliquée ou pas compliquée, tout le monde s'y retrouve et tout le monde rigole pendant 1h30, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y avait besoin de le vivre pour savoir le jouer? Non, je crois pas. Parce que, de toute manière, quand on a un certain âge, on a forcément rencontré des séparations ou des histoires d'amour qui se sont plus ou moins bien passées. Donc de toute manière, on se nourrit de ça et ça sert le personnage. Oui, ça c'est sûr. Mais la pièce est déjà très bien écrite. Nous, on a pu y rajouter un peu de nous aussi, de notre personnalité. Et donc très naturellement, après ça, les personnages naissent de toute manière. Grâce au texte aussi. Quoi. Ok. Tu te retrouves pas toi dans certaines situations que tu joues, ah si, des choses que tu as vécues? Si quand même. Si. Parce que c'est quand même très bien écrit par rapport à ça. Et comme je le disais, c'est très réaliste en fait. C'est très réaliste, ouais. Okay. C'est très réaliste. Et même s'il y a un côté un peu loufoque dans cette pièce, évidemment, et beaucoup de second degré, comme je l'ai dit, il y a un côté quand même très réaliste, avec, comme je l'ai dit, la rencontre avec les enfants, leur annoncer que on va se séparer, l'annoncer aux parents, l'annoncer aux amis, les amis qui disent du mal de l'autre parce qu'en fait, elle a jamais aimé le mec ou la nana et en fait, elle l'a jamais dit, rencontrer l'avocat parce qu'il faut séparer l'appartement ou les biens qu'on a en commun, tu vois. Et en fait, tout ça, oui, on l'a tous plus ou moins vécu, et c'est très réaliste de toute manière, pour le coup. Et même avec ce second degré-là, c'est quand même ça reste très réaliste. Ok. Et pour revenir sur le public, parce que tu disais que les gens viennent et finalement se retrouvent en fait dans ce qu'ils voient, dans ce que vous jouez. Est-ce que dans la comédie, le public a besoin de se projeter comme ça, de s'identifier toujours? C'est un ressort en fait de la comédie ou je sais pas s'ils ont besoin de s'identifier. En tout cas, dans les comédies, bon, pour ma part, hein, celle que je joue en ce moment. Vu que c'est des comédies beaucoup de couples ou sur la famille ou ce genre de choses, forcément, indirectement, ils voient quelqu'un qu'ils connaissent ou une part d'eux-mêmes. Ça, c'est évident. Que ça soit conscient ou inconscient, de toute façon, ils voient une part d'eux-mêmes. Et c'est ça qui les fait rire, je pense.
récemment, on a joué une autre pièce qui parle de la famille et on fait des caricatures, entre guillemets, en tout cas des imitations de certains personnages de la famille et les gens rigolaient. Parce que forcément, ils disent « Ah tiens, ça me rappelle l'oncle Dédé ou l'oncle Marcel. » ou, tu vois. Et c'est ça qui fait rire, je pense. Voir les défauts des autres qu'on a sûrement soi-même. Hein. Mais les siens, consciemment, on s'en rend pas trop compte. Ça nous fait vachement rire de voir les défauts des autres. Et c'est quoi ton rapport avec le public alors du coup? Est-ce que tu vas les voir après pour discuter de la pièce? Comment ça Moi se passe? j'adore ça. Oui, moi je fais, j'allais dire que je fais, pas essentiellement ça pour ça, mais moi j'adore le rapport au public pendant la pièce. C'est pour ça que j'aime beaucoup, j'aime jouer tout type de pièces, hein, mais j'aime bien ce genre de pièces où on casse le 4e mur, où on peut rigoler avec le public directement, faire des vannes, au même titre qu'on peut le faire dans le one-man show, même si c'est pas le même exercice évidemment. Mais ça j'adore, mais j'adore également avoir le retour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis musicien et chanteur, et dans un concert, j'adore aller après discuter avec les gens, voir ce qu'ils en ont pensé, faire face aussi aux critiques aussi. Hein. Ils sont toujours bienveillants ou... Plus ou moins, oui, elles sont quand même bienveillantes, bien sûr. Va, même en musique, ça reste toujours bienveillant. Quand je dis une critique, elle n'est pas forcément négative. Elle est de dire, tiens, moi j'aurais peut-être pu faire ça comme ça, ou là, tiens, cette chanson, je l'aurais imaginé plus comme ça. Et là, pour la pièce, c'est pareil. Alors, il se trouve que pour cette pièce, depuis 2 ans, on a vraiment des super retours. Les gens sont très bienveillants. On a eu un accueil formidable dès le début. On était parti pour jouer quelques mois, et comme je te l'ai dit, ça fait presque 2 ans. Donc ça doit vouloir dire que ça plaît, et on adore effectivement aller boire un verre après, descendre à l'accueil, enfin au bar du théâtre, et discuter de leur ressenti et ce que ça leur a fait de voir cette pièce. Est-ce que ça a un impact sur la pièce en tant que telle, ou pas du tout? Les retours que tu as, est-ce que du coup tu adaptes après en fonction? Oui, nous on est assez vigilant, j'allais dire vigilant, je ne sais pas si c'est le terme, mais assez à l'écoute de ce qui se fait. Et pour ma part, en tant qu'artiste, je pars du principe qu'il faut faire ce qu'on a dans le ventre, hein, mais je suis quand même à l'écoute. Je ne suis pas fermé. Je sais qu'il y a des artistes et c'est très bien, et je respecte ça, hein, qui partent avec une idée bien précise, et quoi qu'il arrive, ils font leur truc, et je suis assez admiratif de ça. J'aime faire ça aussi, hein, j'ai mon idée et tout ça, mais je suis très à l'écoute quand même de ce que va dire le public, sans pour autant me dénaturer ce que j'ai dans ma tête. Mais je me dis que si le retour il revient souvent, c'est pas anodin. Et on joue pour eux quand même aussi, hein, faut jamais l'oublier. Et les critiques, ça t'est arrivé déjà d'avoir des critiques négatives de cette pièce, ou enfin des critiques, je parle de la presse par exemple, des médias, hors public? Sur cette pièce, non. Je crois que sur les dizaines, voire les quelques centaines d'avis qu'on a eu depuis 2 ans, je crois qu'il y a eu une critique, qui n'était pas très méchante en plus, mais le gars n'a pas accroché, bon voilà, ça peut arriver. Sinon tout le reste était vraiment super. Et après, sur la musique, oui, ça m'est arrivé, alors rarement, mais ça m'est arrivé d'avoir des retours de professionnels. Et comment tu vis ça, des retours négatifs? La réponse, elle était... moi, je suis très sensible à ça. Moi. Ah ouais. Mais je travaille mal, beaucoup sur moi. Ah oui, c'est genre ça moi, ça me touche beaucoup. Quoi. Ouais, ça me touche beaucoup. Ok. J'ai un problème, je suis monsieur 100%, moi. Ouais. J'aime bien, je veux être satisfait, moi, pleinement à 100%, et je veux avoir l'impression que ce que je vais donner pendant 1h30, pendant 2 heures, ou même sur un disque, hein, enfin sur une chanson, quelque chose qui va être immuable et qui va rester, je voudrais avoir envie que ça plaise tout le monde. Mais je sais au fond de moi que c'est pas le cas, ça ne peut pas plaire à tout le monde, la fameuse phrase, mais ouais, je suis assez... Et puis c'est dur quand tu as passé beaucoup de temps à enregistrer une chanson, à l'écrire, et qu'en 3 lignes, il y a quelqu'un qui te démonte la chanson, alors que tu as passé... Alors c'est son droit, évidemment, et puis si on la laisse écouter, c'est quelque part, elle ne nous appartient plus, et donc c'est normal qu'on puisse avoir des retours. Mais c'est quand même dur, des fois, à entendre. Ouais. C'est rare, mais ça peut arriver. Ouais. Et c'est la différence entre, justement, avoir des retours négatifs quand tu es comédien et musicien, c'est quand même être assez
deux mondes différents à ce niveau-là, non? C'est comment tu... Ah, la critique? Ouais, la retour critique, parce que la critique d'un comédien, c'est peut-être, ça touche peut-être plus à titre personnel, puisque là, c'est vraiment ta personne qui est devant, alors qu'une chanson, c'est ta chanson. Donc, c'est pas forcément, enfin, c'est toi indirectement, quoi. Là, Ouais, je ouais. parle, tu vois. Est-ce que c'est... Alors, moi, Comment tu j'aurais vis ça? tendance presque à dire... Alors, sauf si j'écris la pièce, Mhm. mais si je suis, entre guillemets, que l'interprète de la pièce, Mhm. ça me touche. Mais si c'est pas le jeu qui est touché, si c'est le texte en lui-même, personnellement, du coup, ça me touche un peu moins. Parce que je me dis, c'est le texte ou peut-être la mise en scène qui n'a pas accroché et pas le jeu. Si c'est le jeu, par contre, évidemment, là, ça me touche parce que là, c'est moi. Effectivement, j'y ai mis de moi, j'ai tout donné. Et si le jeu ne correspond pas, n'est pas dans l'adéquation avec ni ce fameux texte, ni cette mise en scène, ou en tous les cas, le public n'accroche pas, là, évidemment, c'est que je me suis loupé quelque part, sûrement. Donc là, ça va me toucher. Sur les chansons, pareil, quand je fais des concerts où c'est des reprises, si à un moment donné je fais une reprise d'une chanson qui pas quelque chose qui plaît pas forcément beaucoup, peut-être qu'elle va pas accrocher. Pour autant, si c'est ma voix qui plaît pas ou ma façon de jouer et tout, là évidemment ça me touche parce que. Par contre, ce que j'adore faire, c'est les contre-pieds. C'est prendre une chanson qui n'est pas forcément une chanson qui est forcément très aimée ou sur laquelle on m'attendrait pas et la prendre et la faire à ma façon en tout cas. Et ça, ces contre-pieds-là, j'aime bien. Okay. Et après, là, par contre, si c'est critiqué après, c'est pas grave, j'aurais tenté. C'est aussi ça, faire une activité artistique. Hein, c'est aussi. Et justement, tu disais par rapport à ça, dans la pièce que tu avais, dans cette pièce-là, que tu avais fait des inputs, en fait, tu avais amené des choses à toi et à ta collègue avec qui tu joues. Oui. Justement, avoir cette liberté d'amener un peu tes ingrédients, ça, c'est quelque chose très que important tu peux faire sans ou pas? Oui, alors. Quand on joue des pièces très classiques, évidemment, on n'a pas le droit de toucher une virgule et c'est normal. On touche à des œuvres forcément parfaites, en tout cas sur lesquelles on n'a pas le droit de toucher une virgule, c'est tout à fait normal. Sur des comédies comme celle-ci, certaines fois, pas toujours. Hein. Là, en tout cas pour celle-ci, avec la comédienne avec qui je joue, on nous a autorisé à mettre vraiment de nous. Tant au niveau de certaines parties du texte que sur des chorégraphies qu'on a inventées, des chansons, des choses comme ça. Mais c'est parce que la pièce n'était pas assez bien, c'est ça ou Alors non, pas du tout, parce que c'est une pièce qui a déjà été jouée, qui a cartonné à Paris et ailleurs. On a demandé l'autorisation de savoir si on pouvait mettre un peu de nous, parce qu'on aime bien danser. Moi je chante évidemment, donc à un moment donné je sors la guitare dans cette pièce de manière un peu rigolote sur un truc particulier. C'est venu un peu comme ça pendant les répétitions. Okay. On l'a proposé. Le metteur en scène, Xavier Vitton, qui est le propriétaire et directeur du théâtre Trianon, ça l'a fait beaucoup rire. Donc il a dit, moi, je vois avec les auteurs, s'ils sont OK, on met ça dans la mise en scène. Et c'est ce qu'on a fait et apparemment ça marche. Donc, okay. Et c'est très plaisant en plus d'avoir une pièce, de la servir, mais en même temps de pouvoir vraiment mettre de soi. Ok. Et comment t'es venu à la comédie ? Alors moi c'est vraiment par hasard, parce que moi je n'ai fait aucune école ni de théâtre, j'ai fait des formations un peu après. J'ai fait la fac, j'ai fait la licence d'art du spectacle à Bordeaux avant de partir après à Paris dans d'autres études qui n'avaient rien à voir, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire conservatoire ou des cours comme les cours Florent ou autres. Ça, j'ai jamais fait. Okay. Je suis à un moment donné, quand j'étais plus jeune, j'étais ce qu'on appelle géo, animateur. Hein, ouais, bien sûr. Des clubs de vacances comme le Club Med, voilà. Moi, c'était pas Club Med, mais c'était d'autres. Mais c'est le même principe. Et un jour, on te dit, tiens, on va faire un spectacle, on va faire une comédie musicale, on va danser, on va chanter. Bon, ça, c'était mon truc. Et on va faire du café-théâtre. Et là, j'avais une vingtaine d'années, je n'avais jamais fait. Et sauf que tu as 300, 400, 500 personnes qui sont là, des vacanciers. Souvent, on a des belles infrastructures avec de la scène, avec des lumières et tout. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Et le principe du café-théâtre dans ce genre de lieu, c'est beaucoup d'impro. Okay. Et je ne l'avais jamais fait. Et là, on te dit, vas-y. Okay. Et donc, on te lance directement dans le grand bain et on te dit, fais rire les gens. Alors, tu vas jouer un rôle de policier, là, tu vas jouer un vendeur de je ne sais quoi, là, tu vas jouer un avocat,
Et c'est des sketchs qui En impro, quoi. qui se suivent. Voilà, alors tu connais le début, tu connais la fin, tu connais le milieu, tu sais qu'il y a une chute et il faut y aller. Ok. Et tu interprètes un personnage. Et j'y suis allé vraiment sans savoir que je savais le faire. D'ailleurs, je ne savais pas que je savais le faire. Et on te balance là-dedans. Et tu sens que les gens ils commencent à rire. Et donc tu sens que tu as une facilité pour le faire et c'est venu comme ça. Ok. Et j'ai adoré surtout. Donc là, tu t'es découvert, en fait. Quoi. Ah, je me suis complètement découvert. Ok. Le fait de faire... À l'époque, je faisais déjà des concerts. Et j'adorais ça, la scène, chanter, danser, etc. On faisait beaucoup ça. Mais faire rire les gens, je ne l'avais jamais fait. Et je crois que c'est ce que j'ai aimé le plus. Ouais. Plus que tout. Ok. La sensation d'avoir d'un seul coup une salle de 150, 200, 300 personnes qui se met à rire en même temps sur une grimace que tu as faite, sur une vanne que tu as lancée, la sensation, elle est incroyable. Ouais. C'est quelque chose dont tu pourrais plus te passer, finalement, presque. J'adore. J'avoue que c'est comme une drogue, ouais. 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 Donc là, dans la pièce, justement, quand tu m'en parlais tout à l'heure, les punchlines que tu as rajoutées ou les moments où tu interagis avec le public, c'est dans le but de créer comme ça des réactions de rire et de joie. De connivence avec le public, d'une vraie relation. Et ça vient, tu penses, de ça, de ce truc de géo là que tu Ah oui, clairement. Moi, je savais pas que je savais. Mais de la même manière que je savais pas que je savais chanter. Et un jour, à 17 ans, j'ai fait un concert et je crois que ça faisait un mois qu'on répétait. Tu vois, c'était pas. Et en un mois, on avait écrit 6 ou 7 chansons et on s'est retrouvés dans un bar. T'es autodidacte aussi sur la musique ? Oui. Ok. Alors j'ai pris quelques cours de guitare, j'avais une guitare classique avec une vieille professeure du quartier qui m'a appris quelques trucs, mais c'était très bien, ça fait des bases. Et en chant, j'ai pris 4 ou 5 cours de chant dans ma vie. Ok. Voilà. Du coup, t'as jamais, même là, des cours passés par les cours Florent ou d'autres, c'est quelque chose que t'as pas envie de faire ou, c'est pas que j'ai pas envie de le faire, mais j'ai un âge avancé maintenant. Ah ouais. Alors, il n'y a jamais d'âge, on peut toujours. Ouais. J'ai pris, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, j'ai fait des espèces de stages, ciné masterclass, ce genre de choses, pour travailler les castings, pour travailler le jeu devant la caméra, qui n'est pas du tout le même jeu qu'on peut avoir sur scène. C'est pas du tout la même chose. La captation, la caméra, elle capte tout. Le moindre battement de cils, le moindre mouvement de lèvres, et de suite, ça veut dire autre chose. Okay. Sur scène, c'est différent. Si on a un public, si le dernier spectateur il est à 35 mètres ou à 40 mètres, il faut exagérer un peu tout ce que l'on fait. Sans le caricaturer, bien sûr, mais il faut l'exagérer. Et le jeu devant la caméra, c'est encore différent. Et donc j'avais pris quelques cours de ça et une formation très sympa d'ailleurs, avec des directeurs de casting, avec des agents, voilà. Mais est-ce que tu sens que toi ça t'empêche de faire certaines choses ou pas du tout? Ou t'apprends comme ça dans la comédie? Ouais, de pas avoir fait des cours ou d'avoir des professeurs. Très sincèrement, et sans prétention aucune, non. Je me mets pas de barrière en fait. Ouais. Je fais, si on n'aime pas ce que je fais, ça me touche, comme je l'ai dit tout à l'heure, profondément. Toi, t'as besoin que le public aime ce que tu fais, mais après, si des professionnels de ce milieu, par exemple, qui est un autre public pour le coup, leur critique à eux, elle te touche autant que celle du public ou pas du tout? Ah oui, bien sûr, parce que ça reste quand même des êtres humains et avec une vision, même si j'attache quand même beaucoup d'importance, c'est le public qui fait tout, comme on dit toujours. On a beau professionnels, les machins, à la fin, c'est quand même le public qui choisit. Mais un professionnel reste un professionnel, donc il a son truc à dire. Et quand j'ai fait ces formations-là, j'ai appris beaucoup quand même, j'avoue, sur certains trucs, je parle de caméra là, où justement il faut jouer des fois un peu plus fin, parce que la caméra elle capte tout, et quelque chose que tu pensais faire bien, tu dis tiens, le rendu doit être chouette. Tu regardes la caméra, en fait le rendu n'est pas du tout ce que tu imaginais. Pas du tout. Mais ça, je l'ai un peu peaufiné aussi. Et moi je pars du principe qu'aussi à force de jouer, ça c'est la meilleure des formations aussi, pour moi. Plus tu joues. Et... Après il y a des techniques évidemment, c'est pareil pour le chant. Souvent je me suis cassé la voix. Justement, en parlant de la voix, on en parlait tout à l'heure sur le maintien de ta voix. Est-ce que tu as une routine journalière, quotidienne là-dessus? Malheureusement, je ne suis pas très assidu, moi. Ouais. Non, je ne suis pas très assidu, mais je connais les techniques, par contre, pour chauffer la voix. Comme un coureur qui irait faire un 100 mètres, il ne fait pas le 100 mètres, sinon il se claque direct. Donc avant, il s'échauffe, etc. Pour la voix, c'est la même chose. C'est vrai que souvent, je ne l'ai pas fait. Donc ça, par contre, c'est une des limites à ne pas prendre de cours de chant.
Si j'en avais pris en étant plus jeune, j'aurais appris ça. Mhm. Moi, j'arrivais, j'avais 17 ans, 18 ans, on jouait dans les bars. À l'époque, ça fumait encore dans les bars. Ouais, Donc, exact, ouais. on rentrait là-dedans, et 3-4, et on commençait direct, et on jouait 2 heures. Sans jamais avoir chauffé quoi que ce soit au niveau des cordes vocales. Ça, c'est D'accord. très mauvais, ça, par contre. Tu fais rien pour la préserver, en fait, ta voix, finalement. Alors maintenant, un peu plus. Ouais. Parce que je me suis rendu compte qu'elle était très fatiguée. Et avec l'âge, en plus, elle se fatigue encore plus. Mhm. Et ouais, donc j'essaye de faire, avant de monter sur scène, je fais des exercices de diction un petit peu. Il y a des petits trucs comme ça qu'on connaît, des choses aussi pour chauffer un peu les cordes vocales et les détendre, et pour que quand on arrive sur scène, ça se fatigue pas au bout de 10 minutes, quoi. Ok. Et est-ce que tu dirais que le théâtre, c'est un milieu qui est assez discriminant, justement, par rapport au fait de prendre des cours, de pas prendre des cours, de faire de la comédie, de pas faire de la comédie, enfin, est-ce que c'est... Alors, dans mon expérience à moi, non. Non. Parce qu'on m'a toujours fait confiance, et on m'a pas demandé d'où je venais. Ok. Là, en l'occurrence, Xavier Vuitton, quand j'ai fait l'audition il y a 2 ans, il s'est pas posé la question, il m'a vu jouer, ça lui a plu, et a priori, je l'ai fait rire. Donc il a dit, tu seras bien pour cette pièce. Et donc je le remercie de m'avoir fait confiance, sans regarder le CV, à dire, Ouais. tiens, il est passé par là et c'est super. Donc, Ok. moi, je suis assez partisan de ça, en plus. Moi, j'aime bien cette idée qu'on peut Donner une chance à arriver- quelqu'un sans qu'il ait... ça te Ouais, fait arriver dans des métiers. Alors, il y a des métiers, on est obligé d'avoir fait quand même. on peut pas être chirurgien comme Oui, ça ouais. le matin en se levant. Mais il y a certains métiers, et heureusement, et c'est ça qui est beau, où on peut encore arriver et en se levant le matin en se disant je peux le faire. Au talent et au travail, quoi, tu veux dire. Ouais. Et après dire ok, je sais un peu le faire, je vais beaucoup travailler. Parce que par contre, je travaille beaucoup. C'est-à-dire, quand tu dis que tu travailles beaucoup, c'est Ah, mais t'as déjà, une routine quotidienne. Par exemple, je rigole de ça, mais c'est que moi, la pièce, la Libéré divorcé, pour Mhm. parler de celle-là, même après, pourtant on l'avait joué peut-être 50 fois, 60 fois, je faisais encore des italiennes. Alors, pour ceux qui Des font italiennes, pour ceux qui font du J'explique, théâtre, ils savent ce que c'est. Où tu déblatères le texte sans forcément le jouer, juste pour te le mettre dans la tête. Ok. Donc je demandais à ma partenaire de théâtre, est-ce qu'on peut se retrouver 1 heure ou 1 heure et demie avant pour refaire des italiennes. Elle me dit, mais on le connaît par cœur, le texte. Et moi, ça me rassurait beaucoup. Et ça me mettait dans un état de... Je me sentais sûr de moi, tu vois. Et en étant sûr de moi et regonflé à bloc, je me dis, il peut rien m'arriver. Et du coup, par rapport au travail, comment tu t'articules en fait ta vie personnelle et professionnelle? Parce que si tu travailles beaucoup, j'imagine que tu as moins de temps pour ta vie personnelle. Non, on peut toujours s'organiser. C'est-à-dire que, ouais, Il faut être très organisé en fait. j'essaie de bien m'organiser. Ouais. Ok. Quand les enfants sont à l'école, j'apprends mes textes. Ouais. Quand ils sont au lit, j'apprends mes textes. Ouais. Ce genre de choses. Tu as d'autres activités professionnelles, donc tu as la musique aussi. Oui. Plus d'autres activités par ailleurs. Comment tu arrives à mener tout de front comme ça, de façon qualitative? Est-ce que De façon qualitative à chaque fois, ou il y a des... peut-être que je perds un peu de qualité au passage. Ouais. Mais oui, alors après, sur les autres activités professionnelles que j'ai, je suis très entouré. Ouais. Ça, il faut dire la vérité. Donc, Parce que là, c'est plus une casquette de businessman en fait sur les autres oui, activités. je me suis lancé il y a quelques années dans certaines choses effectivement qui n'ont rien à voir quelque part, enfin qui n'ont rien à voir. Une des activités, c'est quand même dans le monde du spectacle, de l'animation et tout, de l'événementiel en général, donc ça reste quand même effectivement très proche. Mais je suis très entouré, donc ça me permet quand même de me dégager du temps pour mes activités artistiques vraiment personnelles. Ok. Parce que justement, par rapport à ça, il y a un débat en ce moment sur l'artiste et le côté businessman. Est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses toi du fait qu'aujourd'hui un artiste est un businessman ou doit être un businessman pour réussir dans son activité? Alors moi, je fais jamais d'a priori sur rien et je fais jamais de généralité. Donc je suis fermé à rien. Je suis admiratif. Par exemple, aux États-Unis, c'est l'exemple précis. Il y a des rappeurs, par exemple, qui sont des businessmen de fous, qui sont multimillionnaires, multimilliardaires, qui trempent dans plein de business différents, tout en faisant leur art et en le faisant bien. Jamel Debbouze est un grand businessman aussi. Oui, voilà, par exemple. Alors, je connais pas exactement tout ce qu'il fait, mais c'est le cas, ouais. Donc, je suis admiratif de ça. Je me dis, pourquoi pas? On peut très bien être un artiste d'un côté et en même temps
faire d'autres choses. Et puis le business, c'est quoi? Ça peut être de la production, ça peut rester toujours quand même dans son univers aussi. Hein, donc c'est pas, des fois, c'est pas très éloigné. Et à côté de ça, je suis aussi admiratif de l'artiste, qui est l'artiste pur qui ne pense qu'à ça. Tu saurais être un artiste pur? Moi, non. J'ai besoin de faire d'autres choses quand même. Je pense que j'ai besoin de... ça fait toujours partie de ma vie, la preuve. Ça fait depuis l'âge de 17 ans. Pareil, j'ai découvert la musique par hasard et j'ai monté un groupe. Et avant même de refaire des reprises, la première chose que j'ai faite, c'est écrire des chansons, que je n'avais jamais fait. Donc j'ai ce côté-là. Ouais. Mais tu n'arriverais pas à t'abandonner complètement? Mais j'ai besoin de temps en temps d'aller souffler ailleurs avec autre chose. Et de me sentir porté par autre chose. Et nourri par autre chose. Pour pouvoir mieux revenir de temps en temps. Pour pouvoir mieux revenir à la partie artistique. Ouais. Parce que il m'arrive des fois par exemple la guitare, il m'arrive de ne pas la toucher pendant des mois, des fois. Enfin, pas la toucher. Vraiment, je veux dire. Alors que des fois, je vais écrire plusieurs chansons en l'espace de quelques jours, et puis des fois, pendant des mois, j'ai rien qui vient. Donc tu reviens, de toute façon, même si tu n'en fais pas, tu te sens, il faut que tu reviennes, quoi. Si tu fais pas de musique pendant un an, ça te manque à un moment? Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Ouais. Là, je sais, là, en ce moment, je suis très focalisé théâtre, et puis des fois, je vais être très focalisé chanson, et je vais être omnubilé par ça, jusqu'à sortir la chanson que j'avais en tête, et jusqu'au moment où elle est finie. D'accord, donc toi, tu mentalises beaucoup ce que tu fais en fait? Oui. Moi, je suis un grand stressé de la vie. Hein. Ouais. Donc tout se passe dans ta tête, c'est ça? Puis à un moment donné, tu couches les choses moi, je suis un gros stressé avant chaque première d'une pièce de théâtre, même avant de monter sur scène à chaque fois. Hein. La team angoisse, quoi. Ah, mais je suis terrible. Mais comment tu travailles ça en fait? J'ai pas vraiment je sais qu'il y a des comédiens ou des artistes en général qui ont des fois des choses bien à eux, des exercices de respiration où ils s'isolent. Moi, j'ai pas vraiment ça, j'ai pas de rituel, mais je sais que je souffre intérieurement. Ouais. Alors c'est de la bonne souffrance parce qu'on sait que ça va être, on fait ça pour ça aussi. Hein. C'est quoi? C'est de la peur en fait? Ouais, c'est une sorte de peur. Je sais pas. La peur de quoi en fait? Du coup, tu sais pas. La peur de. Alors moi, j'ai un truc, mais ça c'est moi. Peur de me décevoir moi, avec le travail que j'ai fait, de ne pas y arriver. Peur de décevoir le public qui est venu pour ça, à qui on est venu donner quelque chose. Il est venu passer un bon moment, il est venu chercher quelque chose. De passer à côté. Et surtout quand on fait des spectacles vivants. Là, on n'a pas le droit, encore quand on est en studio, si on enregistre un morceau, je stresse toujours, etc. Mais on peut refaire, c'est pas un problème. Pareil, quand on joue devant la caméra pour une série, enfin un téléfilm, une pub, peu importe ce qu'on fait, il y a du stress, mais on sait qu'on peut refaire. Là, on est jeté dans l'arène et on peut pas revenir en arrière. Hein. Donc c'est plus pour toi en fait. C'est moi, moi je pour toi priorise beaucoup. De te déplaire à toi-même en fait. Ouais, je me fais... Ah oui, clairement. Ok. Je somatise, je crois, on dit ça comme ça. Ouais. D'accord. Donc tu prends beaucoup. Tu bois un peu d'alcool ou pas du tout? Avant? Ouais. Non, jamais. Non, jamais. Je mange pas et je bois pas avant. Ah oui, d'accord. T'arrives à jeun, quoi. Ouais, ça me... Sinon, t'es jamais tombé dans les pommes sur scène, non? Ça va? Non, ça va. Je bois de l'eau et c'est ok. Ouais. Ok. Et du coup, comme le métier de comédien, tu joues des rôles en fait, forcément. Est-ce que comment tu fais quand tu sors du théâtre et que tu es dans la vie normale? T'arrives à scinder les deux choses? Je te parle en tant que personne qui n'a jamais fait de comédie ni quoi que ce soit. Est-ce que comme on est à la ville et à la scène, comment on sépare les choses? Est-ce que c'est séparable en fait? Oui. Alors, après, ça dépend de ce qu'on a joué. Évidemment, on entend souvent parler. Ça, moi, je ne l'ai jamais vécu. On entend souvent parler, par exemple, des comédiens, alors j'allais dire américains, mais il y en a des Français qui le font aussi, qui s'investissent totalement dans un rôle, pour un film, par exemple, sur des rôles très durs, dans lesquels ils vont prendre beaucoup de poids, ou en perdre beaucoup, où ils vont jouer un rôle, par exemple, de dégénéré, ou de malade mental, etc. Et on sait qu'ils sont tellement là-dedans, j'ai entendu dire sur certains comédiens, que pour s'en sortir, alors déjà pendant les 3 ou les 4 ou les 6 mois de tournage, c'est très compliqué. Et même en sortant, c'est encore très compliqué. En sortant du tournage, au bout de 5 ou 6 mois, ils ont tellement été investis du personnage, ils sont tellement, ils l'ont tellement habité, que c'est très compliqué. Ça,
Je l'ai jamais vécu, moi. On m'a jamais Tu demandé sens de que faire. est-ce qu'il y a une influence sur ta vie de tous les jours, en fait, par exemple, cette pièce-là que tu joues, est-ce que Non, parce tu que sens une influence là, en l'occurrence, c'est de la comédie. Ce personnage, il y a 2 mois. J'en parle souvent avec ma partenaire de théâtre qui me dit souvent on met de toute manière toujours un peu de soi dans les personnages. En tout cas, une facette de soi. On a plein de facettes, plein de tiroirs et on met un peu de soi. Et moi, dans ce personnage-là, qui est un peu goujac, mais qui est gentil, mais il est un peu lourdeau, il est un peu misogyne, il a un peu toutes ces facettes du gars 30-trentenaire ou quarantenaire avec tous les défauts qu'on peut imaginer, mais il est sympa quand même, donc il est attachant, ou attachant comme on dit, il a ce côté un peu là, donc je pense que moi j'ai un peu ça. C'est pas ce qu'on voit de moi au premier abord, mais je pense que c'est un des tiroirs que j'ai en moi. Donc au final, je dis pas que ça a été facile, mais j'ai sorti un peu de ce personnage et que j'ai un peu grossi, et voilà, ça c'est moi. Et quand je sors après de la scène, en tout cas de la pièce, ce personnage, il est toujours un peu moi. Ouais. Donc des fois, dans la vie, je vais pouvoir sortir un peu les blagues qu'il peut faire, un peu lourdes, mais un peu rigolotes quand même, tu vois, donc c'est ça. Donc je pense que c'est compliqué quand tu joues vraiment un personnage qui est complètement différent de toi. Ouais. Pas un tueur en série, j'en sais rien. Donc pas forcément de la comédie, finalement. Ouais, donc voilà, je pense que dans la comédie, là, c'est entre guillemets plus facile de sortir un peu de soi. Si on demande de faire quelque chose aux antipodes complètement, je pense que là, pour s'en sortir après, si vraiment on l'habite vraiment, je pense que c'est... Et est-ce qu'il y a d'autres styles de théâtre que tu aimerais faire ? J'ai fait un peu des pièces plus classiques, pas beaucoup. Mais oui, moi je suis... à partir du moment où je suis sur scène, que j'apprends un texte, que je le sers et que le public vient pour... Parce que là, tu fais rire les gens, est-ce que tu aimerais les faire pleurer ? Ça, alors, dans une des pièces qu'on vient de jouer récemment, avec ma partenaire, toujours la même, Laurence Ruati, formidable comédienne, on vient de jouer une de ses pièces qu'elle a écrite, et dans cette pièce, pour le coup, est une comédie qui parle de la famille, qui s'appelle Une famille presque parfaite, où on dépeint, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les personnages qu'on peut avoir dans une famille, tonton Dédé, Tati Kir qui est complètement dépressive, enfin on a tout ça dans nos familles. Et en fait, dans cette pièce-là, il y a vraiment une vraie profondeur dans le texte. Et à un moment donné où, clairement sur scène, nous on pleure, et le public pleurait aussi. Donc, c'est quoi le ressenti dans ces cas-là c'est plus fort que de faire rire les gens ? Non, c'est différent. Je peux pas dire, je sais pas si c'est plus fort. Pour moi, c'est assez équitable. J'aime ce moment aussi. C'est plus difficile ? Alors moi, j'aime faire ça. On m'a souvent demandé dans certaines des moyens métrages, des courts métrages ou des séries, etc., de sortir les larmes. Et je sais qu'il y a des comédiens qui n'aiment pas, qui ne savent pas le faire ou qui ne veulent pas le faire. Moi, j'aime me mettre dans cette sensation-là. Comment tu fais ? Je sais pas. Je vis le texte au moment où il faut le vivre. Tu penses à des choses dramatiques ? Ouais, ça me vient. Si le texte est fort et tout, ça me transcende assez. Et je le vis vraiment. D'accord. Ouais. Et à chaque fois qu'on me l'a demandé, en l'occurrence, c'est sorti. Et comment on se prépare justement sur des rôles comme ça ? Tu regardes d'autres comédiens jouer des rôles proches ? Oui, ça par contre. Tu t'inspires de quoi en fait ? Ouais, par exemple, moi je suis assez admiratif de gens comme Patrick Devers, comédien qu'on connaît tous, de gens comme ça, où le jeu est très... Je parlais de jeu nourri tout à l'heure, là, pour le coup. Voilà. Et donc ça, j'aime bien. Regarder des scènes qui pourraient... On va me demander de jouer telle scène, et je sais qu'il va falloir que je me mette dans telle sensation. Si je la chope pas tout de suite, je vais essayer de penser à tel ou tel comédien que j'admire et qui aurait joué une pièce, enfin en tout cas une scène un peu similaire. Donc tu regardes des Comment films il a fait l'approche, sans singer, sans imiter. Ouais. Parce que tu feras jamais du Depardieu, tu feras jamais du Patrick Devers, tu feras jamais. Mais dire comment il a fait ça pour donner ça. Si à un moment donné il fallait qu'il soit violent dans ses mots,
s'il fallait qu'il soit complètement anéanti, s'il fallait qu'il pleure, comment il l'a joué lui, comment il a appréhendé ça. Et s'en inspirer tout simplement. De toute façon, je pense qu'on s'inspire toujours de quelque chose, de toute manière. Justement, à ce sujet, est-ce qu'il y a un acteur ou un réalisateur avec qui tu rêves de collaborer? Un acteur ou un réalisateur, si j'avais un rêve. Ou un acteur avec qui tu pourrais collaborer, ou une actrice, une réalisatrice. Il y a beaucoup. Voilà, dans Les Morts, c'était Patrick Devers. Ouais, ok. Dans Les Vivants. Et dans Les Vivants, il y a beaucoup. Mais alors, moi, un acteur que je trouve incroyable, que je l'ai jamais vu mettre une phrase à côté, c'est Leonardo DiCaprio. Ouais. Je trouve. Si tant est qu'on puisse dire que des gens sont nés pour être ça, pour moi, lui, il est né pour être ça. Donc là, c'est la caméra, là. On parle de ça. Parce que c'est pas quelqu'un qu'on a vu sur scène dans le théâtre, par contre, je pense. Non, alors moi, je crois pas qu'il ait fait ça. En tout cas, pas à ma connaissance. Mais alors, dans tous les films, je suis estomaqué. C'est le même cas pour Anthony Hopkins, par exemple. Ouais. Mais dans un autre registre. Je pense que son panel de jeu est moins large. Mais Leonardo DiCaprio, j'ai l'impression qu'il peut tout jouer, en fait. Depuis l'âge de 15 ou 16 ans où il jouait Gilbert Grape, donc à la tardée mentale adolescent, jusqu'à ce qu'il fait aujourd'hui. Il a tout joué et tout est, enfin à mon avis, tout est parfait. Donc c'est un modèle pour toi, en fait? Oui, clairement. Ouais. Pour moi, c'est l'acteur par excellence, vraiment. Parce que j'aime beaucoup le cinéma français, mais j'ai été évidemment aussi bercé par ce cinéma américain. Mais lui, pour moi, c'est vraiment top du top. Et pourtant, je suis admiratif de gens aussi comme Robert De Niro, évidemment, Al Pacino. Mais pour j'ai cette impression, je me trompe peut-être. Toi, c'est les Américains, en fait. Oui, dans les Américains. Où là, j'ai l'impression que le panel de jeu, attention, je vais m'attirer des ennemis, mais est peut-être légèrement moins large. Mais attention, dans ce qu'ils font... En France, tu veux dire? Sur la France? Non, Robert De Niro. Robert De Niro, voilà. Si je compare à DiCaprio. Mais ce qu'il fait, il le fait formidablement bien, parce que De Niro, pour moi, c'est pareil. Il joue bien le gangster. C'est un maître absolu. C'est un bon gangster, quoi. Ah bah oui, c'est parfait. Même. Tes rôles de gangster, t'aimes bien, non? Alors moi, je sais pas, parce qu'on m'a jamais mis là-dedans. Mais t'aimerais bien ou... J'adorerais, mais apparemment, parce que tu sais, c'est très, malheureusement, il y a des a priori. C'est-à-dire qu'on va dire, tiens, tu as tel physique. Tu t'appelles Sekini? Ouais, c'est fini, donc j'aurais pu jouer à un mafieux. Mais en tout cas, on va dire, tiens, tu as tel physique, alors ça correspond pas. Parce que dans l'inconscient collectif, un mafieux, il a la tête de Robert De Niro, tu vois. Ou d'Al Pacino, voilà. Et toi, si tu as tel physique, tu peux pas faire ça. Tu vas faire un avocat, tu vas faire un juge, tu vas faire un flic mais sympa, tu vas faire, tu vois. Toi, tu sens qu'on t'a un peu catégorisé déjà, ou tu t'es auto-catégorisé peut-être? Des fois, ouais. Et toi-même, non, tu penses que, genre, tu fais beaucoup de comédie, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Et est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un choix? C'est un choix? Oui, c'est un choix. Là, pour le théâtre, c'est clairement un choix. Mais pour la comédie, on va dire donc filmée, enfin que ce soit des séries ou autres. Ouais. Non, moi je me sens prêt à jouer ce qu'on me donnera envie à jouer. Et d'ailleurs, je suis plutôt pour les contre-pieds, moi. Je pense que ça ne se fait pas assez. Je prends l'exemple, par exemple, c'était quoi ce film? J'ai perdu le titre, mais ça va me revenir. Le Cercle Rouge, je crois, avec Bourvil. Où Bourvil, c'est un des seuls rôles un peu dramatiques où il joue un commissaire ou un inspecteur, je ne sais plus trop, qu'il fait. Et dans sa carrière, on ne lui a jamais donné ça. Et il est formidable. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais non, pas du tout. Il est formidable dans ce truc. Coluche, à l'époque, malheureusement, il est mort pas longtemps après, quand il joue Ciao Pantin. C'est vrai que pour la première fois, il est à contre-pied de l'image qu'il reflétait et qu'on voulait bien lui donner. Mais ça, c'est un problème français, tu crois Alors, j'aime pas faire ça parce que DiCaprio, il joue dans plein de trucs différents aux États-Unis, tu les vois quand même. Ouais. Même De Niro, finalement, derrière tu le vois en papy, gentil. Oui, bien sûr. Alors, c'est en train de changer ça, je trouve. Parce que, par exemple, des gars comme Gérard Lanvin, qui a une gueule, hein, comme on dit, il peut très bien jouer un mafieux, il peut très bien jouer un flic, il peut jouer toutes ces choses-là. De plus en plus, il a commencé d'ailleurs par la comédie avec Coluche, pour le coup. Mais il fait des comédies aussi un peu en parallèle comme ça qui sont très très bonnes. Donc je pense que c'est intéressant, moi, ça.
Et que c'est dommage des fois qu'on cantonne à tel personnage parce que tu as tel physique ou tu vois, ou telle façon de jouer. Je pense que il faudrait tenter, mais après c'est normal, hein. Il y a des productions, il y a de l'argent derrière, faut pas se louper. Et les gens, je disais tout à l'heure que c'est le public qui choisit toujours, et c'est normal, ils attendent aussi tel comédien dans tel registre. Et des fois, ils sont pas toujours au rendez-vous pour le coup. Ouais. Si on met le gars dans un registre complètement différent, c'est un coup de poker qui des fois peut être un carton plein. Ouais. Et puis malheureusement, des fois, le public boude parce qu'il dit bah non, lui, je voulais pas le voir là-dedans. Est-ce que tu crois que c'est pas justement le public qui catégorise plus que les professionnels ? Ah, peut-être, ouais, peut-être. Oui, c'est sûr, peut-être. Parce que les gens j'ai pas les exemples en tête, mais on le sait, il y a plein. Des fois, il y a plein de entre guillemets de flops qui se sont faits parce que le public en tout cas, le film n'a pas rencontré son public parce qu'ils disent lui, je le voyais pas là-dedans, ils sont pas allés. Yes. Alors que peut-être c'était très intéressant, quoi. C'est dommage. Mais... Est-ce que tu as un rêve de comédien ? Alors moi, j'ai pas... Comment dirais-je ? Je vis un peu ça au jour le jour, en me disant chaque fois que c'est une chance de le faire. Parce que pendant longtemps, je ne l'ai pas fait. Pour des raisons personnelles, j'ai mis ça de côté pendant très longtemps. Et j'y suis revenu. Tu regrettes d'avoir mis ça de côté ? Non, je sais pas ce que ça m'aurait amené. Tu as fait d'autres choses ? J'ai fait d'autres choses, ouais. Très bien, donc oui, il y a toujours des regrets évidemment, mais je me dis que j'ai fait d'autres choses qui étaient formidables. Mais donc je me dis déjà que j'ai beaucoup de chance de le faire. Et maintenant, évidemment, si rêve il y a, évidemment, c'est de jouer avec des gens de renom, comme on a nommé tout à l'heure. C'est de jouer évidemment dans des lieux aussi de renom. Si on doit parler du théâtre, comme à Paris, il y a des théâtres formidables. Et c'est forcément un rêve et c'est super d'aller y jouer. Voilà, c'est ce genre de rêve. Ça reste très... je rêve pas d'Oscar, je rêve pas... Tu rêves pas de jouer avec DiCaprio, par exemple ? Pardon ? DiCaprio, c'est pas un rêve Non, parce que je me dis que c'est pas possible, donc je me fais pas de... Ah ouais, tu penses que c'est impossible ? Non, j'y pense pas. Rien n'est jamais impossible dans la vie. Rien n'est jamais impossible, mais non, je peux pas. Okay. Faudrait que je me remette en anglais beaucoup. Donc lui se mettre au français. Ouais. Et justement, tu parlais de Paris, dans le théâtre. Paris, c'est important, j'imagine. Enfin, il faut jouer à Paris pour remplir en province. C'est quoi le principe avec Paris ? Oui et non, c'est-à-dire qu'on en parle souvent. Il y a des... en l'occurrence, nous, aujourd'hui, on joue et on a rempli beaucoup avec cette pièce et depuis plusieurs mois, enfin même plusieurs années. Mais tu nous as dit qu'elle avait commencé à Paris dans la pièce ? Elle avait commencé à Paris, alors pas avec nous. Okay. Effectivement, oui, des pièces qui commencent à Paris, qui cartonnent à Paris, c'est un gage de succès en clé, quoi. C'est une clé, voilà. Okay. Ça permet d'ouvrir, ça permet les programmateurs ou en tous les cas les directeurs de lieux, ça les rassure parce qu'ils se disent si ça fait un succès à Paris, c'est que c'est une bonne pièce, et justement qu'elle a rencontré son public. Donc il n'y a pas de raison qu'elle ne le rencontre pas en province. Est-ce que les Parisiens sont comme les provinciaux, tu penses, le public Non, mais c'est pas ça, mais c'est que de toute façon, les gens qui vont au théâtre beaucoup à Paris, c'est les touristes. Il y a les Parisiens, mais il y a quand même aussi beaucoup de provinciaux qui y vont aussi. Okay. Donc quand la pièce elle a fait un succès à Paris, souvent elles sont rachetées ou programmées dans les théâtres en province, et puis souvent ça fonctionne derrière. Okay. Ou sinon après le passage, c'est le Festival d'Avignon, forcément pour les productions, d'aller présenter sa pièce, de la jouer pendant un mois là-bas, devant un public, devant les professionnels du métier, qui, si elle plaît, cette pièce, va être achetée, en tout cas programmée dans divers cafés-théâtres ou théâtres en France, en Suisse, en Belgique, etc. Okay. Ça, c'est un des passages aussi, pas obligé, mais en tout cas un des passages. Donc Paris, c'est quand même décisif, quoi. Paris, c'est souvent décisif, mais on peut faire le contraire aussi. Tu peux faire ça ? Nous, c'est ce qu'on compte faire. Ouais. Oui. Tu peux faire une belle pièce. Ouais. On est assez convaincu de ça. On peut faire une jolie pièce. Il ne faut pas avoir honte de dire on est en province, au contraire. On peut faire une jolie pièce, la rôder en province, à Bordeaux ou ailleurs, faire en sorte qu'elle rencontre son public, d'avoir des jolies critiques et dire ok, on a fait un nom de cette pièce, et maintenant on peut peut-être aller la produire à Paris, alors, ou soi-même en prenant une salle, ou dire, ou en tout cas qu'une salle nous fasse confiance, parce que
il se dit tiens, il y a peut-être un coup à jouer avec cette pièce. Ok. Et est-ce qu'on peut devenir riche en faisant du théâtre? Alors, je sais pas. J'ai regardé une émission la dernière fois sur Belmondo, qui était évidemment, on parlait de comédien formidable tout à l'heure, c'en était un, et qui avait repris, je sais plus ce que c'était le théâtre qu'il avait repris, j'ai perdu le nom, bon bref, j'ai perdu, ça va revenir, et il avait dit clairement, non, je m'enrichirai jamais, il avait revendu très vite. Alors après, c'est peut-être qu'il n'était pas très bon gestionnaire aussi, hein, Ouais. mais Parce que les théâtres sont pleins. Enfin, c'est quoi l'économie du théâtre en fait aujourd'hui en France? en France, Ouais. Alors à Paris, je sais pas. En province, il y a eu des moments compliqués. Hein. Alors moi, c'est pas moi à répondre à ça, parce que moi, je suis pas propriétaire d'un théâtre. Ça, faudrait en discuter. Non, mais comme tu vois tous les soirs. Oui, alors, tous les soirs. bah, nous, on a du monde. Après, est-ce que c'est toujours pareil entre avoir du monde et est-ce que c'est suffisant pour rentabiliser une entreprise? C'est deux poids, deux mesures. Ça, je pourrais pas y répondre. Mais en tous les cas, j'ai l'impression que les gens ont besoin de ça. Ouais. Les gens aiment sortir, on s'en aperçoit quand même. Pour notre part, il y a une vraie rencontre, puisque depuis 2 ans, sans dire qu'on remplit, au bout de 2 ans et en pleine semaine, forcément en plein milieu de semaine, on ne remplit pas. Mais il y a quand même du monde. Les fins de semaine, quand on faisait les fins de semaine, on était plein. Aujourd'hui, ici ou au Molière, il y a des fins de semaine avec des très bonnes pièces qui sont complètes. Okay. Donc ça veut dire que les gens sont quand même au rendez-vous. Et que quand les lieux sont bien, quand ils font des bonnes programmations, variées et tout, il y a un public. Okay. Et on le voit hein, même dans les concerts, hein, que ce soit des têtes d'affiche, enfin des grandes stars ou moins de stars justement. Il y a du monde dans les concerts, on s'en aperçoit. Les gens, ils ont besoin. On dit souvent que le disque se vend plus, enfin en tout cas sous la forme de ce qu'on a connu autrefois. Matériel quoi. Voilà, matériel, voilà. Mais j'ai l'impression que les gens, le spectacle vivant, ils y reviennent beaucoup. Okay. Ils ont besoin de sortir, d'aller voir des spectacles, de danse, de chant, de concerts, de théâtre. J'ai l'impression qu'il y a Est-ce que le théâtre à la télé, toi, t'en penses quoi? Moi, j'aime bien. Alors, je sais que c'est assez décrié. Mais toi, tu regardes des pièces Ouais, ça m'est arrivé d'en regarder. Ouais. Sur Paris Première, ils font des captations de comédie. Alors, sur le théâtre très classique, non, là, j'avoue, je préfère aller le voir vraiment, être immergé dans une salle. Ouais. Quand c'est très très classique, quand c'est gros texte et tout, à la télé, c'est compliqué quand même. Mais j'ai vu des comédies vraiment de boulevard et tout ça, où j'ai accroché. Alors, je pense que moi je suis assez bon public, hein, en plus, hein. Mais je pense que j'aurais encore plus ri si j'étais immergé dans la salle avec l'ambiance qu'on peut avoir, le rire des autres, etc. Mais devant ma télé, ça m'a plu. Okay. Puis je rate ça d'un œil en plus. Je suis toujours. Ouais, en même temps, on parlait tout à l'heure de professionnel, hein. Comment on apprend en s'inspirant, on apprend par mimétisme, on apprend par tout ça. Donc j'aime bien voir ce que font les autres. Okay. Et quel conseil donnerais-tu à un jeune comédien qui veut se lancer, qui veut devenir professionnel et qui veut jouer? Alors là, je ne sais pas si j'ai des conseils à donner, puisque pour le coup, je suis. Bon, tu peux donner quelques conseils. Ouais, non, mais comme j'ai pas fait de cours, j'ai pas fait de choses comme ça. Oui, je pense quand même. Oui, je pense quand même que c'est important de le faire malgré tout, même si moi je l'ai pas fait. Okay. Je pense que si on peut le faire. Tu vas le faire alors là bientôt, je pense, non? Je sais pas, quand je t'ai dit, je sais pas. Parce que là, c'est tombé. Si à mon âge, là, je vais y retourner. Mais en tout cas, non. Mais comme je disais tout à l'heure, quand j'ai fait les stages et tout, ce qui m'a plu beaucoup, c'est de rencontrer des professionnels qui donnaient leur avis, évidemment. Mais c'était de me retrouver aussi avec d'autres comédiens qui avaient tous un vécu différent. Okay. Ils pouvaient avoir 20 ans, 30, 40, 60, et plus ou moins professionnels, plus ou moins avec des grosses carrières. C'était vraiment très large. Et ça, c'était super pour le coup. Parce que tu joues avec eux, ou tu les regardes jouer pendant ces stages. Et là, vraiment, tu apprends. Tu as vraiment un panel très large, tu as vraiment des caractères et des façons de jouer très très différentes. Ça, c'est vraiment chouette. Donc prendre des cours. Et alors, conseils pour prendre, ouais, je donnerais quand même ce conseil-là, parce que comme dans toute activité ou tout métier, c'est bien de se confronter quand même à un professionnel en face. Mais je pense quand même qu'il faut garder sa personnalité et pas se faire façonner. Être soi-même. Ouais. Parce que, mais c'est pas moi qui le dis, hein, on l'entend souvent. Des fois, on dit ouais, j'ai fait ça et à un moment donné, j'ai trop écouté les autres et je me suis dénaturé. Alors que ma nature, c'était pas celle-là, c'était celle-là.
je pense, alors c'est une phrase toute faite que je vais faire un peu basique, mais je pense qu'il faut écouter son cœur. Okay. Et ce qu'on a vraiment au fond de soi et de dire je fais ça, je joue ça. Après je peux être à l'écoute, entendre des choses, peut-être les ciseler pour le coup, là ça devient un travail d'orfèvre et de dire ok, je peux peut-être faire un peu moins ça, j'exagère un peu quand je fais... Mais quand même il faut être vraiment soi-même. Et c'est pour ça que je dis les cours sont très importants, mais il faut faire attention, c'est comme dans tout, hein, sur le prof qu'on a et pas se dénaturer quand même. Mais en tout cas, le conseil, c'est ça, c'est jouer. C'est beaucoup jouer, beaucoup. Parce que plus on fait de la scène ou autre, hein, plus on est confronté à des personnages, à d'autres comédiens. Parce que quand on joue jamais seul. Sauf si on fait du one-man show, évidemment. Et encore, on n'est pas vraiment seul, parce qu'on interfère avec le public. Mais quand on joue, on n'est jamais seul. Et peut-être des fois, certains oublient ça. Parce que tu peux jouer... C'est comme quand on fait de la musique. Hein. Tu peux jouer très très bien de la guitare. Est-ce que tu es capable de jouer dans un groupe? Ouais. Des fois, il y a des musiciens absolument en fait, formidables. Il faut savoir partager. Quoi, et c'est ça. Tu as des musiciens formidables. C'est compliqué de jouer ensemble. Et tu as des musiciens plus moyens, entre guillemets. Hein. Sauf que quand ils sont en groupe, c'est en groupe. Et la magie du groupe, elle opère et ça marche. Et là, il y en a plein des exemples. Hein. Ouais. De grands groupes formidables, si tu les prends un par un, c'est pas des cadors, mais ensemble, c'est incroyable. Mais ça, c'est typique. Et je pense que plus tu joues, plus tu es un bon camarade de jeu aussi, plus tu vas faire ton réseau, parce que le réseau, on le veuille ou non, c'est important. S'il y a un conseil à donner, c'est celui-là aussi. Ouais. Parce que ça reste quand même un travail. Et si tu veux travailler, faut trouver des projets. Alors, où on va t'appeler, et c'est super, on t'appelle, c'est confort. Ou alors, c'est à toi de générer, d'être proactif et d'aller créer tes projets. Et donc, le jeune, entre guillemets, puisque tu me demandes ça, si le travail vient pas à lui, c'est à lui peut-être de monter une compagnie, d'écrire, peut-être, des pièces, et puis de les proposer. Au début dans des petites salles ou dans des festivals, des choses comme ça, et puis après, au fur et à mesure, en tous les cas, plus tu joueras, plus tu auras un réseau, plus tu joueras avec les autres, plus ça, forcément, ça... Finalement, le temps joue avec toi, en fait. Un comédien qui vieillit se bonifie, quoi. Ah, je pense. Il y en a très jeunes, ils sont déjà très, très matures dans leur jeu, etc. Mais je pense quand même que tout ce que tu vis dans la vie, justement, c'est le cas de le dire, te nourrit énormément. Et après, tout ce que tu joues, c'est très... c'est fondé, quoi. C'est dans les tripes. Ouais. Du coup, ça te fait mûrir aussi en tant que personne Ouais, je pense, ouais. Ça fait réfléchir. Okay. Les textes que tu lis, des fois, tu dis ah, ça me parle pas mal, ça. Ouais. J'avais pas vu ça comme ça, moi. J'avais pas pris assez de recul. Et c'est vrai qu'il y a des textes qui peuvent te remuer un peu. Ouais. C'est plus facile d'être comédien ou d'être musicien? Pour moi? Ouais. Alors, moi, en ce moment, j'ai été plus chanteur et musicien pendant très longtemps. Et beaucoup moins comédien pour le coup. Et aujourd'hui, j'ai pas de préférence. Parce que... Mais je suis très... Ça me remue beaucoup d'être comédien. Ouais. À titre personnel, finalement. Ouais, ça me transcende énormément. Plus que d'être chanteur. En ce moment. Après, comme je disais tout à l'heure, j'étais pas sage, moi. Ouais. Mais en ce moment, le fait d'être comédien, j'ai envie de servir des textes ou d'en écrire. J'ai envie qu'ils soient comiques ou plus puissants entre guillemets, même si le comique peut être puissant, mais en tout cas, plus dramatique. Et ça me remue beaucoup d'être comédien en ce moment. Mais du coup, ça te remue pour en être malheureux, en fait ou Des fois, oui. Ouais. Mais moi, j'aime me mettre dans cette situation. Te rendre dépressif, presque, en fait. Ouais, mais c'est bizarre de dire ça, parce que moi, en plus, je souris beaucoup dans la vie, je suis très... Mais j'ai un côté très nostalgique. Donc, j'aime me mettre dans cet état. Ça surprend beaucoup les gens quand je le dis des fois. Je peux être dans ma voiture, des fois, j'ai envie d'écouter des chansons tristes. T'aimes bien être dans l'état de la nostalgie, en fait, hein, c'est ça? Beaucoup. Okay. Et du coup, le travail de comédien qui te remue, en fait, c'est lié à ça? Enfin, c'est quoi? Peut-être, ouais. Parce que là, c'est... Peut-être.
J'ai des moments d'euphorie, et j'ai des moments où je suis tout seul et je pense à des choses, comme tout le monde, hein, qui ont traversé ma vie, plus ou moins tristes, etc. Mhm. Et j'aime bien me mettre dans cet état-là. Ok. Il y a des gens qui pourraient dire, je me mets dans cet état-là, ça me rend triste, ça me flingue ma journée, ma semaine, enfin, tu vois. C'est pas le cas pour moi. Au contraire, c'est comme un passage obligé Ok. pour ressentir le bonheur aussi après. Ok. Et du C'est coup, ouais, très bizarre ce que je dis. J'essaie de voir le lien avec le métier de comédien. En fait. Ouais, mais je pense que ça fait tous ces états font partie de ça. Et c'est ma façon à moi. Après, je sais qu'il y a plein de méthodes. Hein. On parlait de cours tout à l'heure, et pour ne pas les connaître, justement, je pourrais pas y répondre. Mais je sais qu'il y a des courants qui vont dire pour être triste, il faut pas penser à quelque chose de triste. Mhm. Ça doit être en toi, etc., etc. Bon. Je sais qu'il y a des courants qui vont dire pour être triste, justement, mets-toi dans un état de tristesse, pense à quelque chose. Bon. Moi, je n'intellectualise jamais ça. Parce qu'on sait que tous les humoristes sont souvent dépressifs et très malheureux et vivent très mal ce métier, en fait. Ouais, peut-être. Moi, je sais que je n'intellectualise pas, en fait. Ouais. Je pense. Parce qu'apparemment, faire rire les gens, ça demande quand même beaucoup d'efforts à titre personnel. Pour moi ? Non, pour les humoristes en général. Il y a beaucoup de gens qui même arrêtent leur carrière parce ça les rend malheureux de faire ce métier, alors parce qu'ils sont profondément soit nostalgiques, soit... Ouais, ça peut... Ouais, est-ce qu'il y a besoin d'être quelqu'un de triste pour rendre les gens heureux, en fait ? Ah, peut-être. Alors moi, je me sens pas profondément triste, hein. Ouais. Mais je sais que j'ai ces petits passages, ça c'est sûr. Ok. Et j'aime vraiment me mettre dans cet état, et pour après me mettre dans un état plus d'euphorie aussi. Ça fait partie de ma vie, mais je me suis jamais posé la question, c'est comme ça. Ouais. Et comment tu vois ton évolution de carrière là, sur les prochaines années ? Alors, j'y pense pas. Enfin, j'y pense pas. Évidemment, on a envie tout le temps. T'as pas de plan de carrière en fait ? Pardon ? T'as pas de plan de carrière ? Non. Ok. J'ai un plan puisqu'on parlait d'état, j'ai un plan de bonheur. Ok. Et tant que je prends du plaisir à jouer sur scène, c'est ok pour moi. Ça, c'est mon plan. Okay. Si ça n'est plus le cas, j'arrête. Ça sert à rien. Je peux pas me mettre dans un état. On parlait tout à l'heure de trac absolu, et ce que j'ai moi, vraiment. Mais même quand je fais des concerts, je suis dans un état. Et tu peux pas te mettre dans cet état-là si derrière il n'y a pas un bonheur absolu d'être sur la scène. Sinon, ça sert à quoi ? À rien. Autant aller. Tu penses que ça peut s'arrêter ça un jour ou... Hein ? Tu penses que ça pourrait s'arrêter un jour ? Le fait Le bonheur sur scène ? D'être sur scène. Peut-être, je dis, il faut jamais dire jamais, mais en l'occurrence, là, c'est mon plan, c'est ce plan-là. C'est le plan du plaisir et du bonheur. À partir du moment où j'arrive, je prends du plaisir, moi, en jouant quoi que je joue. Quelle que soit la pièce, que ce soit une comédie, quelque chose de classique, dramatique, etc., que le public en face est réceptif et que je sens que lui aussi prend du plaisir, ce qu'il est venu chercher, il l'a trouvé. Et donc, pour moi, ce contrat-là, il est rempli. Je suis heureux. Et à partir du moment où je suis heureux, c'est que je suis à ma place. Je suis chez moi, comme je dis. Ok. C'est ce que j'ai dit quand j'ai repris la comédie, quand le rideau s'est fermé après la première représentation, alors que je n'avais pas joué depuis très 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 longtemps. Donc à l'époque du Covid, en fait. Hein, c'est ouais. Ça. Et ça s'est refermé. C'était super. Et j'ai dit, je suis chez moi. Je l'ai dit comme ça, je l'ai vraiment verbalisé. Et pour moi, ça veut tout dire. Si tu es chez toi, c'est ton foyer, tu es bien, tu te sens bien, tu es fort, là, voilà. Et donc à partir du moment où ce plan-là, c'est pas un plan de carrière en me disant, comme je disais tout à l'heure, je vais aller chercher un César, je vais aller chercher un Oscar, je vais jouer avec un tel, j'ai pas d'admiration particulière. J'ai des gens que j'apprécie beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça reste des êtres humains, je suis pas non plus à genoux, voilà. Donc moi, c'est juste me dire, la vie, elle va me mener où elle me mènera, je jouerai ce que je vais jouer, tant que j'y prends du plaisir. Alors évidemment, on rêve toujours quand même de succès, c'est normal, hein, ça serait mentir de dire le contraire. Je ne crois pas qu'on fasse ça pour faire des flops à chaque fois, parce qu'on soit maso, mais on fait ça pour quand même avoir le succès. Donc tout ce que je me souhaite, en l'occurrence,
c'est tenter qu'il y ait un plan de carrière, c'est du succès. Et après, je me dis, s'il y a du succès, les choses, elles découleront de toute manière. Et elles viendront, et il n'y aura pas de hasard, ça viendra, ça se construira autour, il faudra faire les bons choix. Mais voilà, le plan, c'est celui-là. C'est le plaisir, le bonheur et un peu de succès si possible. Et après, on Et va la faire. chance. Un peu de chance aussi. Un peu de chance, oui, bien sûr, il faut toujours. Hein. Il faut la créer, il faut la provoquer. Mais je pense qu'elle existe un petit peu quand même. C'est quand même un petit truc de temps en temps. Donc si c'est là, après, ça va se faire, ça se fera tout seul. Merci beaucoup, Fabien. Merci, Mister S.